Et à chaque jour, vous l'avez compris, une déclaration choc du président Donald Trump, qui se pose donc comme le grand artisan de la paix. Et pour ça, il fait une nouvelle proposition. Écoutez-le. Dès que les choses se seront calmées, j'aimerais organiser cette conférence principalement avec la Chine et la Russie. Parce que ce sont les deux pays qui sont vraiment sur le terrain. Et nous allons leur faire dépenser beaucoup moins d'argent. Et nous allons dépenser beaucoup moins d'argent. Et je sais qu'ils vont le faire. Ils ont accepté. Nous parlions de dénucléarisation. Et le président Poutine et moi-même avons convenu que nous allions le faire de manière très importante. Alors c'est dommage, vous avez raté la tête du général Chauvency en écoutant Donald Trump. Pourquoi cette réaction? Très très surpris, général. Si j'étais plus sérieux, je dirais, bon, ce n'est pas surprenant de Donald Trump, d'abord d'avoir des déclarations un peu ambitieuses. Oui, c'est pas un pacifiste, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre, car on voit tout son parcours. Il est anti-guerre quand on regarde bien. Il est pour la guerre économique, mais pas pour la guerre militaire. Une petite nuance, voilà. Et maintenant, c'est cette, je dirais, réarmement du monde. Constatons quand même que depuis au moins 2014, le monde se réarme. Et je comprends tout à fait, pour être très sérieux, qu'il y a un souhait qu'il y ait un désarmement. Mais, enfin, pour l'instant, je n'ai pas vu que le budget des États-Unis, qui doit être bientôt discuté, ait subi un affaiblissement de son montant. On était à 850 milliards de dollars. L'Europe est quand même à 320, 350. On a augmenté de plus de 20 à 30% depuis quelques années les budgets nationaux, les uns ou les autres. La Russie est à plus de 140, peut-être même 200 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, et la Chine est à 250. Donc, et elle se réarme aujourd'hui. Et quand on parle du nucléaire, par exemple, c'était le dernier propos que j'ai entendu, la Chine avait plafonné à 300 têtes, mais elle a l'ambition d'être à 1500 têtes d'ici 2030-2035. Ça veut dire qu'il y a un réarmement nucléaire, mais la provocation vient aussi peut-être de la Russie, parce que la Russie n'a pas cessé depuis 3 ans de rappeler que le nucléaire était une arme. Résultat, tout le monde se réarme, y compris dans le nucléaire. D'ailleurs, vous évoquiez les chiffres, on va les voir qui vont apparaître à l'antenne, des chiffres pour 2023. Les États-Unis, c'est 916 milliards, la Chine, 296 milliards et la Russie, 109 milliards. 2023, c'est pas les chiffres que j'aime. Enfin, c'est pas grave. On a des chiffres énormes. De toute façon. C'est à peu près ce que vous évoquiez tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi, on en peut intégrer les opérations extérieures de 80 milliards de dollars en plus et tout cela. Mais enfin, dans tout le cas, vous voyez ces chiffres. La France, par exemple, c'est aux alentours aujourd'hui de 50 milliards de dollars. L'Allemagne un peu plus. Quand vous voyez les sommes mises sur la table, et c'est vrai que n'importe quel citoyen du monde, théoriquement, dirait mais c'est de l'argent dépensé pour rien. Le problème, c'est que le monde est devenu dangereux et qu'on ne sait pas comment ça va se terminer dans les 10 ans qui viennent. Tout le monde se prépare à une guerre, où qu'elle soit aujourd'hui, car aujourd'hui, les paradigmes de la sécurité ne sont plus respectés, et il y a une inquiétude réelle, et aucun gouvernement ne peut se permettre de dire « Non, non, moi, je verrai bien, je compterai sur mes alliés, ou je ne fais pas d'effort dans la défense. » Il faut se préparer au pire, et si on se prépare au pire, peut-être que justement le pire n'arrivera pas. Alors, c'est absolument pas nouveau de la part du président Trump, qui en effet est dans la tradition pacifiste des présidents américains. Oui, on peut lui accorder ça. Il est, rappelons-le, il est un grand mot. Isolationniste alors. On peut le mettre ça comme ça. Il est également il voulait déjà dénucléariser la Corée du Nord. Il voulait déjà faire un partenariat avec l'Iran pour éliminer la menace nucléaire également. Donc en fait, ce n'est absolument pas un fait nouveau. C'est quelque chose qui est dans la droite lignée même de sa dernière présidence. Sauf que, justement, on n'a qu'à regarder les résultats que ça a donné sa dernière présidence, y compris avec la Corée du Nord. En réalité, le résultat réel des avances qu'il a fait au dictateur nord-coréen, c'est que la Corée du Nord s'est affirmée et sortie d'une certaine manière de son isolation pour devenir un allié de fait de la Russie de Vladimir Poutine. C'est un angle qui est un petit peu pervers, parce que je crois que quand on fait une démarche politique pour demander à des États de dénucléariser, ça part d'un bon sentiment en tant que tel. Et ce que j'ai dit il y a quelques instants, la réalité, c'est que le monde est devenu dangereux et que la Corée du Nord se croit en permanence en situation d'être agressée. Donc, il y a un réarmement. Vous n'avez plus de confiance au niveau international sur les alliés ou sur l'ennemi. On dit en gros,
on se prépare à la guerre. Et donc, quoi que fasse Trump, aujourd'hui, si les gens ne le croient pas, effectivement, ils vont se réarmer. Là, je suis particulièrement d'accord avec vous sur ce point-là. Ça a commencé en effet en 2014, quand la Russie, une puissance nucléaire, a envahi et occupé l'Ukraine. Et en fait, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni en gros, personne n'a rien fait pour arrêter ça, si ce n'est que quelques discussions diplomatiques molles pour arrêter la guerre chaude. Et c'était tout. Et là, c'est à ce moment-là où les Ukrainiens disaient tous les jours, c'est maintenant le moment d'agir, ça sera plus difficile plus tard, parce que là, c'est le signal envoyé au monde entier et à tous les dictateurs, à tous les militaristes, que la bombe nucléaire peut te protéger de tout, absolument tout, ce qui a donné en fait une sorte de deuxième souffle pour les pays qui souhaitent acquérir la bombe nucléaire, ce qui est un danger pour le monde par ailleurs. Et que, deuxièmement, ceux qui sont les plus insolents, ceux qui jouent la force, eh bien, ils gagnent. Et en fait, malheureusement, en 2014, le monde n'était pas encore prêt à entendre le leadership ukrainien et la société ukrainienne sur ce point-là. Maxime Lefebvre, il est dans le fantasme, là, Donald Trump ? Moi, je pense que parmi ces initiatives, c'est pas la plus bête de vouloir reparler de désarmement. Le désarmement est en crise depuis très longtemps. Et évidemment, c'était accéléré aussi par la guerre en Ukraine. On a un réarmement au niveau des dépenses militaires, donc conventionnelles, mais on a aussi un réarmement nucléaire, alors qu'on était quand même sur un domaine où on avait réduit les arsenaux nucléaires. Mais la Chine, qui n'est liée par aucun traité de désarmement nucléaire, elle veut augmenter son arsenal. Donc l'idée de remettre le désarmement sur la table, de remettre peut-être un peu de confiance entre ces puissances qui sont en équilibre de force, mais on peut remettre un peu de maîtrise des armements et des armements, ce qu'on avait commencé à faire durant la guerre froide, c'est pas en soi une chose qui est mauvaise. Ce qui est assez nouveau, c'est que jusqu'à présent, on avait des processus qui étaient russo-américains, parce que les principaux arsenaux nucléaires, c'était les arsenaux américains, l'arsenal russe hérité de l'URSS. Là, il veut mettre dans le jeu la Chine. Donc avec peut-être un système à 3. Donc il faudra regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est préparé ? Est-ce qu'il a des équipes derrière qui vont préparer des plans ou des négociations qui vont démarrer ? Visiblement, il en a parlé avec Poutine, mais je ne trouve pas ça forcément mauvais de mettre ce sujet sur la table. Alors évidemment, je vous donne la parole juste après. Ça a fait réagir la Chine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui donne une fin de non-recevoir à Donald Trump. Les États-Unis ont prôné le principe de l'Amérique d'abord. Ils devraient donc être les premiers à réduire les dépenses militaires. Les dépenses de défense de la Chine sont ouvertes, transparentes, raisonnables et appropriées. Par rapport aux grands pays militaires tels que les États-Unis, la part des dépenses de défense nationale de la Chine dans le PIB et les dépenses fiscales est relativement faible, de même que les dépenses de défense par citoyen et par militaire. Bon, clairement, c'est non et occupez-vous de vos affaires. Oui, il y a eu un renvoi à la responsabilité des États-Unis en la matière. Bon, c'est concevable, c'est un discours qui peut être entendu, d'autant plus qu'en fait, il renvoie à une réalité qui est celle suivant laquelle, en fait, les États-Unis et les deux autres grandes puissances que sont la Russie et la Chine ne sont pas du tout dans la même logique et la même dynamique. Les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale, ils ont à gérer leur statut, à gérer leur leadership. Et ils le gèrent à travers ces dépenses, ce niveau de dépenses incroyable, mais qui traduit aussi un statut particulier. Les deux autres sont dans une dynamique et une volonté de contester ce leadership. D'ailleurs, c'est dit et c'est affirmé dans les discours officiels de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'on les qualifie notamment de puissances révisionnistes. Elles veulent remettre en cause l'ordre international et notamment le leadership des États-Unis. Et donc, cette remise en cause s'accompagne de leur point de vue, du point de vue chinois et du point de vue russe, par une restauration de leur statut militaire et leur poids en tant que puissance militaire, d'où le niveau notamment d'investissement en Chine pour rehausser leur puissance militaire, notamment puissance navale. La Chine est pratiquement devenue la première puissance navale au monde. Et c'est tout à fait significatif de cette ambition chinoise qui ne correspond pas du tout avec le discours qu'a affiché et qu'a exprimé Donald Trump, tendant à vouloir
désarmer, voire dénucléariser le monde. C'est un agenda proprement américain qui ne correspond pas à l'agenda de ses principaux concurrents. Il y a un autre facteur peut-être sur les Américains, c'est que les Américains ont près de 200 bases à l'étranger. Ça a un coût, ce qui n'est pas le cas des Chinois en particulier, ni de la Russie, qui en a très peu. Donc en fait, le coût de la présence sur le terrain des Américains à l'étranger est aussi un coût réel, mais aussi un facteur d'influence. Et ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Nadezhda, j'imagine que Vladimir Poutine, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Ah mais non, mais je pense que Trump ne peut pas désarmer ni la Russie ni la Chine. Et nous devons, je pense, déjà habituer pour cet mouvement de Brown, de molécules qui s'appelle Trump, parce qu'aucune causalité, nous devons entendre n'importe quoi le prochain moment. Mais je voudrais faire petit commentaire, parce que je proviens de ville de plutonium et je lis chaque jour les nouvelles de cette ville. Et alors, la dernière rapporte qu'on a plein d'activités dans notre usine militaire. Et on a beaucoup de commandes pour l'année prochaine et on a prospérité dans notre ville. Donc on se réarme, on est toujours dans cette politique. On est toujours là-bas. Pour se réarmer. Maxime Lefebvre, quand Poutine dit faites-le d'abord, on voit mal les USA montrer l'exemple. Il faut regarder, vous avez montré les volumes en chiffres absolus, mais il faut regarder l'effort que ça représente en pourcentage du PIB. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis, et c'est vrai depuis la fin de la guerre froide, ont maintenu par rapport à tous les autres un effort beaucoup plus important. 3,6%, je crois, de leur PIB, alors que nous, en Europe, on est en train péniblement d'atteindre les 2%. Les Chinois eux-mêmes, c'est 2%. Les Russes, évidemment, ils mettent le paquet parce qu'ils sont dans une guerre. Voilà, mais si vous voulez, il faut regarder aussi en termes d'efforts. Donc les États-Unis, aujourd'hui, ils sont en position où ils représentent encore près de 40% des dépenses militaires mondiales. C'est une domination stratégique sans précédent. Donald Trump qui cherche à faire des économies, il pourrait faire des économies. Et probablement, c'est ce qu'on disait, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment l'appeler un pacifiste, mais en tout cas, il n'est pas belliqueux. Et il pense qu'effectivement, l'argent est plus utile dans le business, dans l'économie, qu'à faire des dépenses militaires ou des interventions militaires. Donc, cette idée qu'on pourrait effectivement éventuellement faire un accord, après, trouver un accord déjà pour limiter les dépenses militaires, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Le seul sujet aujourd'hui qu'on pourrait remettre sur la table, c'est le sujet de la maîtrise des armements nucléaires. Parce que là, il y avait des acquis qui ont été fragilisés par la guerre en Ukraine entre les États-Unis et la Russie. Et à un moment donné, il y a la question de la Chine. Si la Chine se dirige effectivement vers un arsenal de 1500 têtes nucléaires stratégiques comme les États-Unis et la Russie, là, effectivement, on aura besoin d'avoir la Chine à la table de ces négociations. La France, l'Angleterre, c'est beaucoup moins. C'est pour ça qu'on n'a jamais été concernés par des négociations multilatérales. Il y a quand même juste à dire de l'importance en fait de fait et à quel point même si on vient d'analyser en fait ou de reconstruire d'une certaine manière apparemment l'état d'esprit de Donald Trump, mais il faut quand même revenir à la réalité. Si on prend les États-Unis, la Chine et la Russie, et il y a déjà le désarmement de la Russie et c'est déjà en fait les États-Unis, d'une manière ou d'une autre en direct, qui participent au désarmement de la Russie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un char, en ceci, en cela, qui est endommagé ou qui est perdu ou qu'il faut réparer, c'est quand même une forme de démilitarisation. Oui, enfin, la reconstruction, la vente par les États-Unis aux différents pays du matériel militaire, c'est aussi une forme de réarmement dans ces cas-là. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, et ça, je voulais aussi revenir quand même vers le détail de ce discours de Donald Trump qu'on a entendu. Nous avons tous entendu quand même qu'il a dit qu'il a parlé avec les concernés, qu'ils étaient d'accord. Oui, mais enfin, Trump dit souvent que les autres sont d'accord et puis après ça tombe. Mais c'est quand même important de le dire, c'est que nous sommes souvent amenés à commenter quelque chose qui revêt quand même un certain caractère de réalité alternative qui n'existe que dans la tête du président américain. Et il est difficile de faire la part de choses de ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Alors un autre homme du côté toujours de la Chine a fait lui une proposition, le ministre des Affaires étrangères. Écoutez-le. La multipolarité sera-t-elle synonyme de chaos, de désordre, de conflit et de confrontation? Est-elle synonyme de domination des grands pays et d'intimidation des faibles par les plus forts? La réponse de la Chine est que nous devons œuvrer pour un monde multipolaire, égal et ordonné. Il propose un monde multipolaire. Ça veut dire quoi? Déjà, il ne le propose pas, c'est une réalité. Il est pour.
l'ordre international ne dépend pas d'une seule puissance, c'est que la puissance est redistribuée en différents pôles. Et la montée en puissance, précisément de la Chine, incarne ce nouvel ordre international. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son discours, c'est le discours qu'avaient les États-Unis de la fin de la guerre froide. C'est celui de George de Bush. Lorsqu'il parlait d'un nouvel ordre international fondé sur le multilatéralisme, devant le Congrès. Pardon ? Le discours multipolaire, c'était le discours de Jacques Chirac. C'était le discours au début des années 2000. Les États-Unis ne parlaient pas de monde multipolaire. Non, surtout que c'était un monde unipolaire. Ils étaient en domination unilatérale. Oui, bien sûr. C'était unipolaire. Oui, bien sûr. Tony Blair, il parlait d'unipolarité euro-atlantique. C'était ça le discours au moment de la guerre contre l'Irak. Donc il ne faut pas dire que les États-Unis défendaient un monde multipolaire. Non, je parlais du multilatéralisme. Il avait mis en avant le multilatéralisme fondé sur le droit international. Je vous renvoie au discours de Bush devant multilateral when we can, unilateral when we must. Oui, bien sûr. Toujours cette idée que les États-Unis pouvaient agir tout seuls et qu'éventuellement ils se mettaient au-dessus du droit international quand c'était nécessaire. Ça, c'est la réalité. Mais il y avait un discours affiché par le président américain à la fin de la guerre froide qui a été assumé devant le Congrès à 2 reprises au minimum, en 91. Où précisément, c'est le discours historique qu'on a retenu et qui est fondé sur la mise en avant du multilatéralisme et du droit international. Mais vous avez raison, en réalité, ce nouvel ordre international a abouti à un monde unipolaire, donc fondé sur l'hyperpuissance américaine. Il n'empêche, la multipolarité et le multilatéralisme, c'était censé aussi incarner, on va dire, un discours défendu par les démocraties occidentales, en particulier la France. Or, on trouve maintenant dans ce désordre international ce discours dans la bouche de puissances autoritaires.